Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de la pièce On ne badine pas avec l'amour, publiée par Musset en 1834, pièce dans laquelle il met en scène un triangle amoureux qui se soldera par la mort d'un des trois protagonistes. Ici, nous sommes à l'acte 3 et il s'agit du lancement de la chaîne de causalité qui amènera précisément à cette mort. Tout commence donc avec la lecture par Perdiccas d'une lettre qui ne lui est pas destinée, qui motivera par la suite sa vengeance. Je passe ainsi à la lecture du texte. Donnez-moi cette lettre. Je ne comprends rien à votre dispute, mais en qualité de fiancé de Camille, je m'arroge le droit de la lire. À la sœur Louise, au couvent de... Quelle maudite curiosité me saisit malgré moi. Mon cœur bat avec force et je ne sais ce que j'éprouve. Retirez-vous, dame Pluche. Vous êtes une digne femme et maître Blasius est un sot. Allez dîner, je me charge de mettre cette lettre à la poste. On le voit dans ce texte, Perdiccas accède à une parole qu'il ne devait pas entendre. L'accès potentiel à cette parole le remplit de joie, mais la prise de conscience s'avérera négative puisqu'elle motivera son rejet total final de Camille. Nous pouvons ainsi nous poser la question suivante: quel est le rôle de la parole dans l'élaboration du sentiment amoureux? Pour traiter cette question, je diviserai mon texte en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 11 dans laquelle nous aurons la mise en scène de l'émotion amoureuse de Perdiccas. Puis nous aurons accès à la parole de Camille via la lecture de la lettre de la ligne 11 à 16. Et enfin, nous aurons la mise en scène de la réaction de Perdiccas à cette parole de Camille de la ligne 16 à 27. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur un impératif qui montre la supériorité de Perdiccas sur les personnages de Dame Pluche et de Maître Blasius. Simplement, par l'utilisation de cet impératif, il est forcé d'utiliser le pronom disjoint de première personne, ce qui montre immédiatement son état ambigu, sa disjonction d'avec lui-même par rapport à la lettre dont il est question. Le personnage se caractérise alors immédiatement par le fait qu'il ne comprend rien, et précisément qu'il va chercher à comprendre ce qui justifiera le droit qu'il prend de lire la lettre. Ce droit est justifié par ailleurs par sa qualité de fiancé de Camille, qui est une qualité sociale plus que le résultat d'un amour potentiellement sincère. Ce personnage caractérisé par ses études utilise ici le vocabulaire du droit, mais de manière à justifier sa propre transgression. L'adresse du courrier qu'il lit à voix haute ne devrait a priori pas l'alarmer, puisque ça n'est pas à un homme que Camille écrit, mais à une femme, et même à une religieuse, la fameuse sœur Louise. Simplement, il sait très bien quel est le rôle que Louise a eu dans le désamour que Camille lui porte, puisqu'elle le lui a avoué à l'acte 2, scène 5. Par l'aparté, le spectateur a accès à la réaction émotionnelle du personnage. C'est bien ici son corps qui réagit, et notamment son cœur qui bat. Cette émotion laisse ainsi démuni ce personnage caractérisé d'habitude par sa raison, je ne sais ce que j'éprouve, montrant ainsi que cette parole dissimulée fait naître en lui un sentiment qu'il ne connaissait pas par ailleurs. L'exclamation, cependant, en mobilisant l'adjectif maudite qui relèverait ainsi du champ lexical du destin, place ainsi cette lettre comme un outil de la mécanique fatale à venir. Là encore, on observe la déresponsabilisation de Perdiccas, puisque cette curiosité le dépasse, cette curiosité me saisit malgré moi. La sortie de l'aparté vise pour Perdiccas à masquer son trouble, comme le montrent les 2 impératifs, retirez-vous, allez dîner, mais aussi sa maîtrise du langage, comme le montre sa répartition des qualités, dignes ou sots, et par la prise en charge de la lettre en question. Ces impératifs sont ainsi suivis des faits, comme le montre la didascalie, sorte Maître Blasius et Dame Pluche, instituant ainsi la mise en place d'un monologue qui est traditionnellement au théâtre le lieu de la parole sincère des personnages. Cependant, la sortie de l'ordre des personnages constitue un chiasme par rapport à leur présence dans le discours de Perdiccas, Dame Pluche, Maître Blasius, Dame Pluche. Ce chiasme est une figure ambivalente qui sert aussi bien à mettre en place un contexte amoureux qu'à désigner une certaine forme d'emprise ou d'emprisonnement. Le monologue de Perdiccas débute sur un constat moral par lequel Perdiccas manifeste qu'il ne doit pas lire cette lettre. Mais la maudite curiosité évoquée à la ligne 3
se manifeste par la multiplication des interrogations qui ne sont ici pas rhétoriques, précisément du fait du monologue. Il n'y a personne à manipuler ici, ce sont de véritables questions qu'il se pose. La conjonction de coordination à valeur consécutive, suis-je donc amoureux, montrerait bien la naissance du sentiment consécutif de l'émotion qu'il ne savait pas analyser à la réplique précédente. Le terme d'empire montrerait alors l'emprise quasi hiérarchique que posséderait Camille sur lui, manifestée par, là encore, une réaction corporelle, la main qui tremble, relevant alors de l'émotion amoureuse. Le constat du cachet qui a sauté sert alors une double justification. D'une part, s'il a sauté, il n'y changera rien en l'ouvrant, et ce ne sera donc pas un crime. Et même si c'était un crime, il n'en serait pas responsable, puisque ce sont bien Maître Blasius et Dame Pluche qui techniquement l'auraient ouvert. Cette double justification l'amènera ainsi à ouvrir la lettre et à la lire, alors même qu'il avait promis au début de la réplique qu'il n'allait pas le faire. Avant de conclure cette partie, il est intéressant de noter à nouveau la figure du chiasme à travers la répétition des mots crime et des adjectifs singulières ou singuliers. Nous avons crime à la ligne 6, singulière à la ligne 7, singulier au début de la ligne 10 et crime à la fin de la ligne 10. Ces jeux de répétition remettent ainsi dans le corps du texte ce qui n'était avant tout que visuel par le biais de la didascalie, à savoir à la fois cette figure de l'embrassement et de l'enfermement. Je passe ainsi à ma deuxième partie, où nous avons accès par la lecture de Perdiccas à la parole de Camille. Cette parole ne lui est pas destinée, et il s'agit ainsi d'une parole épiée qui met en abîme le personnage de Perdiccas, lui-même épié par le spectateur. Cette lettre s'ouvre sur un hypocoristique, ma chère, qui insiste sur la proximité, voire l'intimité de Camille avec Louise, et le champ lexical du tragique, le poignard dans le cœur, terrible, désespoir, hélas, justifie le retour de Camille au couvent. Nous avons même une mise en scène du destin, à travers la phrase « Tout est arrivé comme je l'avais prévu », qui met en scène précisément cette prédiction accomplie, caractéristique de la tragédie. On peut remarquer la forte présence du futur comme élément caractéristique du personnage de Camille, consolera, pardonnera, reverront, et évidemment le déictique demain. La formule de conclusion, tout à vous du meilleur de mon âme, résonne ainsi comme une double entente, à la fois amoureuse et spirituelle, conformément à la tradition des extases religieuses. Au centre de la lettre reste Dieu, à la ligne 14, le seul personnage, entre guillemets, nommé dans la lettre. Louise n'est désignée que par les hypocoristiques et Perdiccas que par la périphrase, ce pauvre jeune homme. Je passe ainsi à ma troisième partie. Aussi bien l'expectative de la lettre initiait une émotion amoureuse de Perdiccas, aussi bien la prise de connaissance effective de cette lettre entraîne une incompréhension marquée par les nombreuses questions, une colère aussi, marquée cette fois-ci par les exclamations, et un recentrement du discours de Perdiccas, non plus sur cette singulière fille de la ligne 8-9, mais sur lui-même, moi, répété 2 fois à la ligne 17, moi, pronom disjoint, mettant en scène encore une fois cette disjonction d'avec lui-même. Disjonction qui va se manifester précisément par la dissociation de l'émotion amoureuse et du sentiment de colère et de haine qui est en train de prendre le personnage. Sa prise de parole est constituée majoritairement de reprises et de répétitions de ce qu'il y avait dans la lettre. Au désespoir de son refus, ligne 17 et ligne 14-15. Elle a fait tout au monde pour me dégoûter, ligne 18-19 et ligne 14. J'ai le poignard dans le cœur, ligne 19 et ligne 13. On remarque là encore dans ces 2 dernières répétitions une figure chiasmatique, montrant cette fois-ci l'enfermement du personnage dans sa propre parole, dans sa propre rhétorique. Et il s'agit ici pour lui de manifester le refus, tout d'abord par le déni que l'on voit à travers le système hypothétique, si cela était vrai on le verrait bien, qui culmine avec une véritable attaque de Camille, considérée sous le prisme généralisant des femmes trompeuses, ligne 21. Mais cette critique se teinte en même temps de pitié
comme le montre le système d'opposition par la conjonction de coordination à valeur adversative, opposant le bon cœur de la ligne 21 au décret et la résolution de la ligne 22. À travers cette pitié, c'est aussi un décalque de la parole de Camille que l'on assiste à travers la structure « cette pauvre Camille » qui reprend la structure « ce pauvre jeune homme » qui le désignait. La reprise du discours de Camille est donc à la fois ironique et visant à la démentir, mais elle montre aussi, de manière plus cachée, l'effet émotionnel que la lettre produit tout de même. Cette déresponsabilisation de Camille va se voir accentuée par la suite par l'usage des tournures impersonnelles. Cela a été convenu entre les bonnes amies, ou le pronom indéfini « on », ligne 23 ou ligne 24. Ces différentes structures remodelant encore la figure du chiasme, cela, on, cela. Il s'agit donc d'une figure structurelle dont l'ambiguïté est parfaitement adaptée à ce passage et cette opposition ou cet enfermement dans une rhétorique qui oppose l'émotion réelle et le sentiment construit. Au roman qu'il accuse Camille de s'être fait à la ligne 20, succède ainsi le roman qu'il se fait à lui-même aux lignes 22 à 25, à travers notamment les conditionnels « voudrait »,« refuserait »,« serait », et l'exclamation qui sert quasiment de synopsis romanesque. Cela est si intéressant, une jeune fille qui fait à Dieu le sacrifice d'un bonheur de son cousin. C'est contre tout cela que Perdiccas se révolte à travers la double négation, non, non, les différents verbes qui suivent étant niés de manière totale, je ne t'aime pas, je ne suis pas au désespoir, je n'ai pas le poignard dans le cœur, mettant en scène ainsi à nouveau la parole de Camille, mais cette fois-ci non plus sous le prisme de l'interrogation, mais sous celui de la négation, le savant évoquant ainsi finalement une preuve, là encore exprimée au futur, le temps traditionnellement réservé à Camille, prouverait, saura, à la double négation succédant ainsi une affirmation forte, celle du stratagème à venir, la séduction de Rosette. Quel est le rôle de la parole dans l'élaboration du sentiment amoureux ? Tout d'abord, nous avons vu qu'il s'agissait structurellement dans le texte de mettre en scène des paroles épiées, que ce soit la lettre volée, qui est surprise par Perdiccas, ou le monologue de Perdiccas, qui est surpris par le spectateur. Ce dispositif de paroles épiées est particulièrement important puisqu'il s'agit a priori de paroles vraies. Aussi bien les paroles de Camille que les paroles de Perdiccas sont a priori vraies. Cependant, il s'avère qu'elles sont conçues comme fausses par Perdiccas, notamment du fait de son orgueil. Et c'est précisément cette mésinterprétation qui va entraîner le passage de l'émotion amoureuse au sentiment contraire de la haine et de la vengeance. Ces paroles épiées forment ainsi un révélateur d'une certaine forme de vérité qui serait mise à jour par l'interprétation. En effet, Perdiccas manifeste ici la manipulation de Camille par Louise, mais le spectateur comprend aussi, par l'interprétation, la manipulation qu'il se fait à lui-même du fait de la porosité entre l'amour et la haine résultante de son orgueil. Enfin, dans la structure, qui relèverait quasiment de la mise en abîme, va se dessiner un parallèle entre les personnages qui précisément entraînera le cycle des manipulations à venir. Stylistiquement, ce sont les chiasmes qui vont régir le passage, révélant à quel point ils s'enferment les uns les autres, soit dans leurs sentiments, soit dans leurs discours extérieurs, mettant en scène les paradoxes d'un amour qui s'exprime finalement par la négation même de cet amour. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de transposer les interrogatives lignes 6 et 7 au discours indirect. Nous avons deux questions directes aux lignes 6 et 7, comme le montrent les deux points d'interrogation. Pour passer ces interrogations directes au discours indirect, il faut tout d'abord réinjecter une partie de narration dans laquelle sera identifié le personnage qui parle et le personnage à qui il parle. Dans notre cas, puisqu'il s'agit d'un monologue, le personnage se parle à lui-même. La narration qui introduira le discours indirect pourra donc être « Perdiccas se demande ».
L'adverbe interrogatif que deviendra alors la conjonction de subordination ce que, introduisant une proposition subordonnée conjonctive complétive qui est la forme grammaticale du discours indirect. La première interrogation sera donc Perdiccas se demande ce que Camille peut dire à Sœur Louise. Pour la deuxième interrogation, nous avons deux options. Une première serait de considérer qu'il s'agit d'une véritable question. Dans ce cas-là, nous pourrions rajouter une conjonction de coordination et, pour coordonner les deux interrogatives, Perdiccas se demande ce que Camille peut dire à Sœur Louise et s'il en est amoureux. Mais on peut aussi interpréter cette deuxième interrogation du fait de la conjonction de coordination à valeur consécutive. Donc, non plus comme une véritable question à laquelle il ne saurait pas répondre, mais comme une question rhétorique de laquelle il aurait déjà la réponse, ce qui lui provoquerait non plus une interrogation réelle, mais bien une certaine forme d'étonnement. Nous pourrions ainsi modifier le verbe introducteur de discours, ce qui nous donnerait « Perdiccas se demande ce que Camille peut bien dire à Sœur Louise et il s'étonne de ce qu'il en serait amoureux ». Ici, le conditionnel traduisant précisément cette hésitation du personnage et justifiant l'interrogative au style direct.